Bien, bonjour à tous et bienvenue. La semaine dernière, nous reprenions nos travaux en rappelant la question dont nous sommes partis. Certes, l'enseignement de Confucius a connu plusieurs phases de mondialisation, mais, et c'est là la question, est-ce à dire qu'il a vocation à l'universalisation? Alors, cette question nous a amené à considérer dans quelles conditions et de quelle manière ce qu'on appelle communément le confucianisme en est venu à être caractérisé comme un humanisme et de façon concomitante, comment cette caractérisation qui date de l'après-guerre s'inscrit dans la longue durée, dans spécifiquement le long débat qui dure depuis à peu près 3 siècles sur la catégorie dans laquelle il convient de placer le confucianisme. Est-ce la catégorie philosophie ou la catégorie religion? Donc on a vu que ces discussions et ces catégorisations ont davantage à voir avec l'histoire des idées et des institutions propres à l'Europe qu'avec une quelconque réalité chinoise. Et on peut même dire que ces catégorisations sont le reflet de rivalité entre puissances européennes et notamment les puissances européennes coloniales. Alors c'est ainsi que la médiation jésuite, donc une médiation catholique, et en même temps les Lumières françaises des XVIIe, XVIIIe siècles considèrent tout naturellement Confucius comme le philosophus sinarum, le philosophe des Chinois, comme ce titre figure dans l'intitulé de pratiquement la première grande traduction du corpus confucéen en latin par une équipe de jésuites parue à Paris donc en 1687. Donc pour ces jésuites et les Lumières essentiellement françaises, on pense notamment à Voltaire, donc Confucius est sans autre forme de procès un philosophe. Alors que le magistère philosophique allemand du début du XIXe siècle, Hegel en tête, repousse la Chine hors du champ de la philosophie, de cette nouvelle philosophie des professeurs, comme on a pu l'appeler, et c'est ce rejet donc de la Chine hors du champ philosophique est suivi par un retour des choses qui se produit avec les missionnaires anglais protestants de la fin du XIXe siècle qui, à leur tour, inventent le confucianisme, ce sont eux qui inventent le mot, qui inventent le confucianisme comme religion, au même titre que le christianisme et les autres religions du monde à vocation universaliste. Et à ce propos, nous parlions la semaine dernière du rôle déterminant joué à cet égard par James Legge, dont le nom figure en haut de la diapositive, ce missionnaire écossais congrégationaliste qui, après avoir passé plus de 3 décennies en Chine et être devenu le premier professeur
de chinois à l'université d'Oxford en 1876. Donc James Legge est probablement le premier à utiliser le terme anglais Confucianism, donc confucianisme, pour la première fois pour faire référence à une religion. Et cette position, il en fait état de manière très explicite dans un exposé de 1877 qui est lu à une assemblée donc, de missionnaires protestants anglais et américains à Shanghai, mais lu en l'absence de Legge, parce que Legge, à ce moment-là, est déjà nommé à Oxford. Mais toujours est-il que cet exposé a soulevé un tollé général, puisqu'il s'intitule donc Le confucianisme en relation avec le christianisme. Et dans cet exposé, Legge désigne clairement le confucianisme comme une religion, au même titre que le christianisme. Et comme si ça ne suffisait pas, quelques années plus tard, en 1880, Legge persiste et signe dans une autre série de conférences présentées à l'Église presbytérienne d'Angleterre, donc à Londres, conférence intitulée Les religions de la Chine, confucianisme et taoïsme, décrit et comparé avec le christianisme. Et dans ces conférences, Legge assimile le Shangdi, donc ces deux caractères que vous avez donc en haut de la diapositive, qu'on peut traduire par souverain d'en haut. Certains sinologues préfèrent maintenant le terme de théarque d'en haut. Donc ce Shangdi dont il est question dans les sources chinoises anciennes, Legge l'assimile donc à God, donc le Dieu unique des chrétiens. En cela, donc, Legge se situe tout à fait dans le prolongement des discussions qui ont eu lieu aux alentours des années 1700 et qui ont donné lieu à la fameuse querelle des rites. Dans ce sens, Legge est un authentique missionnaire. Il se situe véritablement dans la droite ligne de la logique des missionnaires. Mais en même temps, Legge, en étant nommé professeur à l'université d'Oxford, entre dans le monde universitaire et du même coup fait entrer aussi cette querelle sur justement l'assimilation de Shangdi avec le dieu des chrétiens. Donc il fait entrer cette controverse dans le milieu académique. Et précisément au moment où il devient professeur à Oxford, en 1876 donc, il fait la connaissance d'un savant allemand d'origine allemande, Friedrich Maximilian Müller, plus connu sous le nom de Max Müller, que vous avez ici sur la diapositive, qui est né donc en Allemagne, qui a été formé à l'université de Leipzig, où il a étudié très classiquement le grec, le latin et la philosophie, à l'époque notamment celle de Hegel précisément. Et ensuite, il a poursuivi ses études à Berlin sous la direction de Franz Bopp, qui peut être considéré comme le père de la philologie et de la grammaire comparée. Donc, vous pouvez voir ici que dans l'Europe du XIXe siècle s'inventent un certain nombre de nouvelles sciences qui ont, pour beaucoup, quelque chose à voir avec une dimension comparatiste dont nous avons hérité de manière lointaine. Et Max Müller
suit donc les cours de Franz Bopp, mais aussi du philosophe Friedrich von Schelling, qui est celui qui pousse Müller à s'intéresser à la littérature sanskrite, c'est-à-dire donc qui l'oriente vers un intérêt pour l'Inde. Et ceci nous rappelle au passage que l'Inde occupe une place importante dans l'imaginaire romantique allemand, dont nous rappelions la dernière fois qu'il tend à voir dans la civilisation indienne les origines premières des langues et des formes de pensée européennes. L'Allemagne romantique est à la quête, en quête de sources et d'origines, et donc se tourne vers l'Inde dans cette quête. D'où la perception du sanskrit comme matrice des langues dites indo-européennes, ce qui creuse évidemment, ce qui marque encore davantage le contraste avec le chinois, qui est décrit comme une langue sans flexion et donc incapable de réflexion. C'est à ce moment-là, donc, au début et surtout au milieu du XIXe siècle, que commencent à se développer toutes ces théories concernant non seulement la Chine, donc rejetée en dehors du champ philosophique, mais pour corroborer donc cette idée, l'idée que le chinois est une langue incapable de l'exercice philosophique, étant donné que c'est une langue non flexionnelle, à la différence du latin, du grec et évidemment du sanskrit. Et du coup, la Chine se trouve repoussée dans un dehors, dans une altérité encore plus radicale, dont nous avons encore toutes les peines à sortir aujourd'hui. Donc, en 1845, notre Max Müller se rend à Paris, où il se place sous la direction d'Eugène Burnouf, vous avez le nom également sur la diapositive, qui est alors titulaire de la chaire de langue et de littérature sanskrite au Collège de France. Je rappelle que cette chaire a été fondée en 1814, en même temps que celle d'études chinoises, intitulée donc la chaire de langue et littérature chinoise et tartare mandchou, qui a été occupée donc par Jean-Pierre Abel-Rémusat, à qui nous avons consacré donc un colloque de commémoration donc en juin dernier. Alors, Burnouf encourage Müller à se lancer dans une édition complète du Rig Veda, qui sera véritablement l'œuvre de toute une vie pour Müller et qui sera publiée entre 1849 et 1874 par les presses universitaires d'Oxford. Et c'est pour se documenter en vue de ce projet que Müller donc arrive en 1846 en Angleterre pour consulter la bibliothèque de la British East India Company, la compagnie britannique des Indes orientales, qui fut créée dès 1600 par la reine Élisabeth Ier pour conférer à l'Angleterre le monopole du commerce dans l'océan Indien. Et c'est cette British East India Company qui a vu passer tous les pères fondateurs de l'indianisme anglais, à partir donc surtout du XVIIIe siècle. Et pour Müller, ce qui ne devait être qu'un séjour de quelques semaines à Londres se transforme en une installation à vie, puisque c'est en effet à Oxford que Müller accomplit toute sa carrière universitaire. Et comme dans toute carrière universitaire, il y a
des revers majeurs. En 1860, la chaire de sanskrit lui échappe. Dans une sorte en quelque sorte comme un lot de consolation, il se voit proposer en 1868 la chaire de philologie comparée, dont il devient le premier titulaire. Alors, nous avons là évidemment un paradoxe, parce que le fait d'avoir raté, si je puis dire, la chaire de sanskrit, que Müller a vécu comme un échec cuisant, et le fait de se voir proposer à la place cette chaire de philologie comparée lui ouvre la possibilité de délimiter un nouveau champ d'études qui est la science des religions, distincte des approches existantes jusque-là de la religion comme théologie ou même comme l'histoire des religions. Donc, on peut dire que le XIXe siècle européen est véritablement placé sous une forme de scientisme, une foi absolument illimitée en la science, puisque même l'étude de systèmes de langue ou de systèmes de pensée donne lieu donc à des sciences. Donc, en 1870, Max Müller donne au Royal Institution de Londres une série de 4 conférences qui seront plus tard publiées sous le titre justement de Introduction to the Science of Religion, c'est-à-dire donc Introduction à la science de la religion au singulier. Et c'est donc en 1875 que se fait la première rencontre entre Max Müller et James Legge, qui sont donc collègues à Oxford. Müller approche Legge pour lui demander de contribuer à sa fameuse série Sacred Books of the East, donc livres sacrés de l'Orient, et dont il soumet le projet aux presses universitaires d'Oxford en disant qu'il s'agira d'une traduction des livres sacrés des 5 grandes religions orientales. Alors en réalité, dans cette monumentale série, qui finira par compter au total une 50aine de volumes, et dont la publication s'étalera sur une 30aine d'années, entre 1879 et 1910. Donc, dans cette monumentale série qui fait encore autorité aujourd'hui et qui est encore tout à fait en circulation, qui a connu pas mal de rééditions, donc Max Müller finit par distinguer 6 religions orientales du livre, ce qu'il appelle the 6 so-called book religions. Donc, la religion qui occupe le plus de place dans la série, c'est-à-dire 21 volumes sur 50, c'est the religion of the Brahmins, c'est-à-dire l'hindouisme ou le brahmanisme védique. Ensuite vient la religion, the religion of the followers of the Buddha, c'est-à-dire le bouddhisme et le jaïnisme, en 12 volumes. On va en volume décroissant. Donc, ensuite, vous avez la religion des adeptes de Zarathustra, ou le zoroastrisme, en 8 volumes. Et ensuite viennent 6 volumes au total consacrés donc aux adeptes de Kongfuzi, c'est-à-dire donc le confucianisme, et aux adeptes de Laozi, c'est-à-dire le taoïsme. Et enfin arrive donc la religion des adeptes de Mohammed, c'est-à-dire l'islam, auquel ne sont consacrés que 2 volumes. Et donc, avec le judaïsme et le christianisme, ces 6 religions orientales
constituent les 8 grandes religions du monde, ce que Müller appelle donc the world religions. Alors, dans la première conférence de cette introduction à la science de la religion, publiée en 1870, Max Müller, donc bien avant qu'il rencontre James Legge, Max Müller écrivait déjà, je cite, « Nous possédons l'intégralité du canon sacré des bouddhistes dans différentes langues, en pali, en sanskrit, en birman, en siamois, en tibétain, en mongol et en chinois. Et c'est donc entièrement notre faute s'il n'existe encore aucune traduction complète en aucune langue européenne de cette importante collection de livres sacrés. En revanche, les anciennes religions de la Chine, celles de Confucius et celles de Lao Tzu, peuvent désormais être étudiées dans d'excellentes traductions de leurs livres sacrés par quiconque s'intéresse à l'ancienne foi de l'humanité. Ici, Max Müller fait référence donc à la série publiée entre 1861 et 1872 par James Legge, qu'il a intitulée The Chinese Classics, en 8 volumes, et qui reprend donc la classification traditionnelle chinoise en 5 classiques et 4 livres. Et c'est donc tout naturellement que Max Müller demande à son collègue sinologue d'Oxford, James Legge, de contribuer à son projet de livre sacré de l'Orient pour ce qui est du domaine des classiques chinois. Et c'est ainsi qu'entre 1879 et 1891 paraissent les Sacred Books of China, donc les livres sacrés de la Chine, qui reprennent les Chinese Classics de Legge, auxquels viennent s'ajouter les traductions de 2 livres sacrés du taoïsme, à savoir donc le Tao Te Ching, qu'on connaît en français sous la traduction du livre de la voie et de la vertu, et le Zhuangzi, qui est donc traditionnellement attribué à un maître de sagesse du IVe siècle avant l'ère chrétienne. Donc on peut dire que Legge est probablement celui qui a fait le plus pour imposer ce qu'il a appelé lui-même le confucianisme dans le cercle des grandes religions universalistes du monde. Et grâce à sa collaboration avec Max Müller, qu'on peut considérer comme le père de cette nouvelle science des religions ou religions comparées, Legge a extrait donc le débat sur le confucianisme comme religion hors du cercle strictement missionnaire pour l'introduire dans le cercle académique, scientifique et intellectuel beaucoup plus large et mondialisé. Alors, dans son ouvrage daté de 1880 que j'ai cité tout à l'heure, donc les religions de la Chine, Legge pose très clairement la question, ou plus exactement, il dit que on lui a souvent posé cette question. Mais le confucianisme est-il vraiment une religion ? Et je peux vous dire que c'est encore aujourd'hui une question qu'on me pose très fréquemment. Donc c'est pour ça que je m'attarde un petit peu sur les conditions de possibilité de la réponse. Alors, donc, Legge continue en disant était-ce quelque chose de plus qu'un système de moralité destiné au gouvernement de la société humaine? Et il cite à ce sujet donc
un commentateur qui dit ceci: le confucianisme pur et simple n'est, selon nous, pas une religion du tout. Donc là, la position est très claire. L'essence du confucianisme est une adhésion passéiste à des formes traditionnelles d'étiquette. Et ceci tient lieu d'éthique. Donc la formulation en anglais, c'est The essence of Confucianism is an antiquarian adherence to traditional forms of etiquette, taking the place of ethics. Donc cette formulation, nous aurons l'occasion d'y revenir parce que c'est une définition possible du confucianisme. Est-ce que c'est simplement donc cet attachement traditionnel à une forme d'étiquette? Ce commentateur continue en définissant le confucianisme comme un déni sceptique de toute relation entre l'homme et un Dieu vivant. Et ça tient lieu donc de religion. Et tout cela pendant qu'on voit encourager une sorte de culte du génie humain combiné avec un ensemble de théories politiques despotiques. Mais qui peut honnêtement appeler cela une religion? Donc ça, c'est ce commentateur que cite Legge comme justement en fait la position contre laquelle il se situe lui-même. Donc Legge énonce ici, on ne peut plus clairement, la distinction, voire l'opposition irréductible entre le confucianisme vu comme religion d'un côté et de l'autre le confucianisme vu comme une sorte de, je cite, de culte du génie humain et comme un déni sceptique de toute relation entre l'homme et un Dieu vivant. Autrement dit, ce que nous appellerions aujourd'hui le confucianisme vu comme un humanisme. Donc là, il me semble que la distinction, voire l'opposition, est très claire. Et afin de mieux consolider son idée du confucianisme comme religion, Legge s'appuie sur l'autorité de son collègue Max Müller, même si, soit dit en passant, Müller ne connaissait pas un mot de chinois. Donc, Legge voit justement dans la référence des textes chinois anciens à Shangdi, c'est-à-dire donc au souverain suprême, ou au Tian, c'est-à-dire au ciel, quelque chose qui s'apparenterait donc à la position, et je cite Legge, la position des philologues ariens qui, à partir de mots racines du sanskrit et d'autres langues apparentées, tentent de nous fournir des images de la vie arienne la plus ancienne, comme le fait par exemple le professeur Max Müller dans son essai sur la mythologie comparée. Et je continue à citer Legge. Notre premier exemple sera le caractère Tian, donc, que vous avez ici sur la diapositive, le symbole du ciel. Son application a dû être tout d'abord au ciel visible, mais tout au long du cours de l'histoire, il a été aussi utilisé de la même manière que nous utilisons le mot heaven, donc le ciel en anglais, lorsque nous voulons parler de la puissance dominante dont la providence embrasse tout. Le professeur Max Müller dit: en chinois, Tian dénotait le ciel ou le jour, et ce même mot, tout comme le mot arien Dieu, est reconnu comme étant le nom de Dieu. Donc, vous voyez un petit peu comment donc un missionnaire comme James Legge fait référence donc aux travaux donc d'un philologue purement universitaire
pour, disons, étayer son idée que les Chinois ont une religion qu'on peut appeler donc le confucianisme. Donc, on peut dire que vers la fin du XIXe siècle, cette discussion sur la question de savoir si le confucianisme est ou non une religion est au cœur d'une rivalité entre savants anglais et français. Évidemment, cette guéguerre franco-anglaise est presque devenue une sorte de thème folklorique pour nous, mais ici, on voit cette rivalité à l'œuvre dans les échanges académiques, donc entre savants français et anglais. Je faisais référence la semaine dernière à ce professeur de philosophie grecque et latine au Collège de France, Jules Barthélemy Saint-Hilaire, que vous avez au milieu de la diapositive, qui, de manière très intéressante, a pris la peine de lire de manière très attentive la série publiée par James Legge, donc les livres sacrés de la Chine, et en particulier donc les textes consacrés au confucianisme. Et Jules Barthélemy Saint-Hilaire se fend d'une recension extrêmement développée qui paraît en 4 parties tout au long de l'année 1894 dans le Journal des savants, qui était l'organe de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dont il était donc le secrétaire. Et Barthélemy Saint-Hilaire consacre toute sa recension à contrer donc l'idée de James Legge, puisque il ne se contente pas évidemment de nier au confucianisme la qualité philosophique, ça a déjà été fait avant lui depuis le début du XIXe siècle, mais il en vient aussi à contester au confucianisme sa qualification de religion. Donc en fait, le confucianisme est rejeté à la fois en dehors donc, de la catégorie philosophie et de la catégorie religion. Alors, je cite ici Barthélemy Saint-Hilaire in extenso parce que nous retrouvons là en fait des idées préconçues qui ont encore la vie dure aujourd'hui. Quand vous parlez un petit peu autour de vous, vous apercevez que beaucoup de gens continuent à penser un petit peu selon ces critères. Alors, il écrit ceci. « Il semble qu'il y a 2 grandes lacunes dans l'esprit de ces races. » Alors, il est question des Chinois, là, de ces races. Elles n'ont conçu clairement ni l'idée de la liberté, ni l'idée de Dieu. On dit bien que Confucius a fondé une religion, mais l'expression est inexacte et il faut le savoir tout en continuant à l'employer. La religion est essentiellement le lien qui rattache l'âme et la conscience de l'homme au Créateur qui les lui a donnés. Au fond, la religion n'est que cela, et c'est ce qui fait sa grandeur et son utilité. En revanche, dans les Jing, vous avez ce caractère en haut de la diapositive, donc dans les Jing, c'est-à-dire les livres canoniques du corpus confucéen, donc dans les Jing de Confucius, il n'y a pas trace de ces notions, donc de liberté, de Dieu, etc. Tous les préceptes sont purement traditionnels. Donc là, vous retrouvez justement cette idée qui était exprimée par le commentateur anglais que je citais tout à l'heure. Donc, en fait, le confucianisme, c'est uniquement de la tradition, c'est-à-dire en fait une référence au passé, ce qui sonne évidemment assez mal dans une Europe qui, elle, lancée dans la course au progrès. Donc là, on a une Chine qui va dans le sens inverse du mouvement de l'histoire. Alors, tous les préceptes sont purement traditionnels
et le législateur ne s'est appuyé que sur cette base. Il demande tout à la tradition pour en tirer la morale publique et privée. C'est peut-être cet attachement exclusif à la tradition qui a consolidé la société chinoise, mais du même coup, la Chine est devenue presque immobile. Là, nous retrouvons en fait une image de la Chine qui était encore largement véhiculée par quelqu'un comme Alain Perfit il n'y a plus pas très longtemps. Donc la Chine est devenue presque immobile en subordonnant toute activité à la reproduction et au maintien du passé. À vrai dire, ce n'est pas là une religion, bien que ce puisse être un élément précieux de sociabilité. C'est sans doute aussi ce qui a développé chez les Chinois cet esprit d'imitation qui les a rendus presque ridicules. Si l'idée de la liberté sous toutes ses formes est absente de la pensée chinoise, l'idée de Dieu ne lui est guère moins inconnue. Les Qing, donc les livres canoniques, parlent assez souvent du ciel, et il semble que sous ce mot, on comprend une puissance qui est supérieure à la terre. Mais le plus ordinairement, c'est une expression tellement vague qu'il faut y ajouter beaucoup pour croire que le ciel est pris pour Dieu. Donc, ici, nous voyons Barthélemy Saint-Hilaire donc, prendre l'exact contre-pied de Legge pour justement, en ce qui concerne cette identification de Shangdi ou de Tian, donc à God ou à Dieu. Et Barthélemy Saint-Hilaire continue dans ces termes: on aurait tort d'accuser la Chine d'être athée, en ce sens qu'elle ne nie pas Dieu, ce qui constitue en effet l'athéisme, mais ce n'est pas la calomnier que de croire qu'elle ne connaît pas Dieu, c'est-à-dire la cause toute puissante qui a créé l'univers et qui le maintient dans un ordre admirable. La pensée chinoise ne s'est pas élevée jusque-là, et c'est une impuissance absolue dont elle est atteinte. Là, il est remarquable que pour Barthélemy Saint-Hilaire, le bouddhisme et le taoïsme ne trouvent pas tellement plus grâce, puisqu'il dit: le bouddhisme et le taoïsme n'ont pas été plus intelligents, et de fait, cette agglomération énorme d'êtres humains n'a jamais recherché d'où vient l'homme et ce qu'il est. On ne lui en a pas moins prêché une morale très pure à certains égards, mais très étroite et presque uniquement de forme. Donc, le fait que la Chine, selon Barthélemy Saint-Hilaire, n'a pas une idée de Dieu ou d'une puissance transcendante, c'est là, et je le cite, un caractère qui sépare la Chine de presque toute l'humanité. Donc là, quand je disais tout à l'heure que, au fond, le rattachement de l'Inde du côté de l'Europe au XIXe siècle, alors que l'Inde et la Chine étaient au fond dans un même panier, si j'ose dire, dans l'imaginaire oriental du XVIIIe siècle. Bon, l'Inde au XIXe siècle se rapproche de l'Europe. Du coup, la Chine est séparée donc du reste de l'humanité. Et je termine avec Barthélemy Saint-Hilaire qui dit: la foi chinoise est restée dans les limites étroites de l'humanité, et elle s'est attachée exclusivement à la tradition qui elle-même n'était jamais sortie de ce cercle insuffisant. Alors, c'est quelque chose qui date de la fin du XIXe siècle. Donc, nous avons ici, sous une forme assez caricaturale, mais du coup très lisible, un jugement caractéristique donc, de la fin de ce XIXe siècle européen. Mais il est tout à fait frappant, comme je viens de le dire, que ce genre de caractérisation est encore très présent dans les esprits
plus d'un siècle plus tard. Donc, au moment où Barthélemy Saint-Hilaire dénie à la Chine et à la doctrine de Confucius donc à la fois la qualification de philosophie et de religion, et cela par manque, dit-il, de capacité constitutive. Il parle bien d'impuissance absolue à se projeter à un niveau supérieur de l'être et de la conscience, et pourtant, et ça c'est pas le moindre des paradoxes, en 1893, le World Parliament of Religions, donc le Parlement mondial des religions, organisé aux États-Unis, à Chicago, par les Unitarians and Universalists of the Free Religious Association, c'est-à-dire les unitariens et universalistes de la libre association religieuse. Donc ce Parlement mondial des religions intronise officiellement le confucianisme parmi les religions du monde, au même titre que le christianisme, l'islam et le bouddhisme. Donc nous pouvons voir en fait dans ce duel entre francophones et anglophones, entre James Legge et Jules Barthélemy Saint-Hilaire, une illustration de plus de cette que j'appelais la dernière fois de manière affectueuse cette guéguerre entre anglais et français, notamment dans le domaine de l'orientalisme, qui est un domaine évidemment associé à la politique coloniale. Donc cet orientalisme où s'opère une sorte de division du travail entre d'un côté l'indianisme, les études indiennes, qui sont une sorte de chasse gardée des Anglais, bien sûr, qui ont colonisé l'Inde depuis un certain temps, et également des Allemands, et de l'autre côté la sinologie, c'est-à-dire les études chinoises, qui, après James Legge, devient l'apanage des Français. Il faut rappeler donc que James Legge et Max Müller se côtoient à Oxford dans les années 1880-1890, au moment où l'Empire britannique est à l'apogée de sa puissance. Et c'est ce qui a permis de parler d'une ère leggienne de la sinologie qui se situerait donc entre 1873, c'est l'année où James Legge revient en Angleterre pour devenir professeur à Oxford, et c'est également l'année où Stanislas Julien meurt à Paris après avoir été donc le deuxième titulaire de cette chaire de langue et littérature chinoise et tartare mandchoue au Collège de France, à la suite d'Abel Rémusat, dont je parlais tout à l'heure. Donc vous avez entre 1873 et 1897, qui est l'année de la mort de James Legge à Oxford, pendant qu'Édouard Chavannes, qui a été élu quelques années auparavant au Collège de France, s'impose comme le fondateur de la sinologie française moderne. Et donc, avec Édouard Chavannes, on peut dire que commence une ère, disons, on pourrait dire de prédominance, voire de monopole des études chinoises par les savants français jusqu'au deuxième conflit mondial. Donc, pendant toute la première moitié du XXe siècle, c'est véritablement donc la France et ses institutions donc, qui dominent les études chinoises. Donc, au cœur de cette rivalité franco-anglaise dans le domaine sinologique se trouve la question qui nous intéresse, à savoir celle du statut du confucianisme, qui, pendant donc, tout le XIXe siècle, se formule dans la question suivante: est-ce que le confucianisme est ou non
une religion. Et c'est ce qui fait dire à William Cantwell Smith, dont vous avez le nom en bas de la diapositive, dans son livre qui a fait beaucoup de bruit, The Meaning and End of Religion, donc le sens et la fin de la religion, paru en 1962. William Cantwell Smith a cette formule très ramassée. Il dit ceci: The question, is Confucianism a religion, is one that the West has never been able to answer and China never able to ask. La question, le confucianisme est-il une religion, est une question à laquelle l'Occident n'a jamais été capable de répondre, et c'est aussi une question que la Chine n'a jamais été capable de poser. Et donc, je pense que la prochaine fois, il faudra commencer justement à nous pencher sur la question de savoir si cette question, est-ce que le confucianisme est une religion, est-ce que c'est en soi une question pertinente, et est-ce que c'est une question bien formulée. C'est le genre de questionnement que se fait toujours l'historien des idées ou quelqu'un qui travaille en histoire intellectuelle. Et pour finir aujourd'hui, je voudrais vous citer donc un passage de la leçon inaugurale de Sylvain Lévy, dont vous avez le nom au milieu de cette première diapositive, qui a occupé donc la chaire d'études sanskrites au Collège de France jusqu'à sa mort en 1935. Et Sylvain Lévy, à qui j'ai déjà fait référence et à qui je ferai de nouveau référence, a cette définition de l'orientalisme qui me paraît tout à fait symptomatique donc, de la période dans laquelle il écrivait. Il écrit ceci: comme le dieu Vishnu, l'orientalisme a presque dès sa naissance couvert en 3 pas le monde antique, l'Inde des Védas, l'Égypte et la Syrie. Emprisonné par une classification artificielle dans des limites fictives, il a fait éclater ses cadres et rattaché l'Occident d'où il sortait à l'Orient où on prétendait le bannir. Avec le concours de la linguistique qu'il avait suscité, il a commencé par réunir dans une seule famille les peuples de l'Europe, de la Perse et de l'Inde. Il a changé la face de l'histoire de l'humanité. Il a abattu les vaines barrières où s'enfermait l'orgueil des civilisations autochtones. Il a montré les nations les plus distantes, unies dès l'aube des temps par des rapports continus, les idées en marche avec les caravanes, échangées avec les marchandises. Le génie des races a cessé de passer pour le fruit spontané du sol, doué par une grâce mystérieuse de qualité native. L'historien y a reconnu un peu d'influence réciproque, où chaque peuple donne et reçoit en retour un aspect mobile et ondoyant de l'immense collaboration où s'épure et s'élève le génie de l'humanité. Donc là, vous avez cette magnifique prose très, très lyrique de Sylvain Lévy, qui est une sorte d'ode en hommage à l'orientalisme, et qui est pour lui une des formes les plus accomplies justement de cet humanisme dont il parlait dès les années 1920, de l'humanisme appliqué donc à un domaine non européen, non occidental, à savoir l'Inde. Mais d'une certaine manière, ici, on ne voit pas Sylvain Lévy
regarder jusque vers la Chine. Pour lui, l'Inde est ramenée du côté de l'Europe et de la Perse, et du coup, la Chine reste dans cet Orient extrême, c'est-à-dire un petit peu au fond du couloir à gauche, sans que les études orientalistes puissent aller jusque-là. Mais ça n'a pas empêché évidemment Sylvain Lévy de faire le voyage jusqu'en Chine et au Japon. C'était un esprit extrêmement universaliste et éclairé, mais toujours est-il que là, nous avons un état intéressant donc, de l'orientalisme dont nous avons largement hérité. C'est pour ça que j'ai été un petit peu longue là-dessus, mais donc nous nous retrouvons la semaine prochaine, ou du moins je l'espère, pour explorer un petit peu le côté chinois des choses. Merci.